Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravi de vous retrouver pour l'épisode 2 du Talk Show qui compte. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui clairement s'écarte un peu de la finance, mais pas trop. Avec un casting 5 étoiles, on accueille aujourd'hui Vanessa et Vincent. Bonjour Vanessa, bonjour Vincent. Bonjour. Je suis trop content de vous avoir aujourd'hui autour de la table. L'idée, vous le savez, c'est de se prendre une petite heure pour parler finance, mais pas que aujourd'hui. On va exposer un peu le thème, le titre, le débat du jour, et en toute décontraction, sans langue de bois, que des masterclass. On en parle, et voilà. L'idée, c'est de repartir avec des bonnes pratiques. Ouais. Ça vous va ? Impeccable. Super. On accueille aussi aujourd'hui du monde dans le public. Vous êtes déjà de plus en plus nombreux et nombreuses à être connectés, donc bonjour à toutes et à tous. On a également Johanna qui s'occupe un peu d'animer le chat, qu'on salue bien fort. On a Alice aussi, qu'on remercie, qui s'occupe d'animer le chat. Et côté technique, on les oublie pas. On a également Maxime et Amir qui s'occupent de toute la partie technique. Parce que vous l'avez vu, on essaye de faire les choses bien, tout simplement. Bon, écoutez, de quoi on va parler aujourd'hui ? Le thème, le débat du jour, ça va être DAF versus DRH, le duel ou un duel qui compte. DAF, directeur, directrice administratif et financier. DRH, directeur et directrice des ressources humaines. Bien trop souvent, ces deux professions sont opposées, incomprises, complémentaires, mais pas toujours dans le bon sens, hiérarchisées. Bref, on pourrait rester sur ce débat-là très longtemps. L'idée, c'est de se mettre autour de la table et de voir un peu ce qu'il en est. Je me présente très rapidement et après je vous laisse la parole. Donc moi je suis Mehdi, directeur administratif et financier justement chez Live Mentor, une école pour entrepreneurs. J'ai dans mon périmètre une partie des fonctions de ressources humaines, donc je serais ravi de vous en parler aujourd'hui. Et bien évidemment, avant de vous laisser la parole, on remercie le sponsor et le partenaire de ce live, sans qui tout cela ne serait pas possible. Finpal, c'est quoi ? C'est une communauté de professionnels, on a un peu plus de 2000 à parler quasiment quotidiennement de finances d'entreprise, de Q&A, de questions-réponses, on débat de tout à vrai dire. On se retrouve sur Conto Communities, vous pouvez retrouver le lien dans le chat et on vous en donnera un petit peu plus de détails tout au long de ce chat. Bon, assez parlé de moi. Vanessa, bonjour. Bonjour. Dis-nous-en un petit peu plus sur qui tu es, ce que tu fais, ton actualité. C'est ton moment. Donc, moi, je suis consultante RH et DRH à temps partagé et j'accompagne majoritairement des TPE et des PME qui sont engagés beaucoup sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, parce que je suis très ancrée sur ces territoires. Et je les accompagne sur des problématiques majoritairement d'attraction et de fidélisation des collaborateurs. Très clair, très clair. Et Vincent, alors, toi, pareil, présente-toi, qui tu es. Merci Mehdi pour l'organisation aujourd'hui de ce talk. Ça va être vraiment sympa de pouvoir parler de tous ces sujets. Donc moi, Vincent Hagen-Bourget, je suis DAF DRH à temps partagé. J'accompagne des structures, principalement des petites PME sur tout le territoire. Et à côté de ça, je fais aussi du contenu sur LinkedIn. On peut me retrouver, du contenu, infographie notamment. Et j'ai plaisir aussi à réaliser une newsletter qui s'appelle Un coup d'avance, où justement, j'essaye d'exposer la vision financière de la RH. Alors, c'est même un peu plus large que ça. Je mêle droit social, paye, RH, voilà, tous ces sujets-là sous l'angle financier parce que je suis convaincu que c'est un des axes qui donne de la légitimité au RH. On aura, je suis sûr, l'occasion d'en parler. Mais voilà, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et moi, dans mon background, j'ai fait à la fois d'abord vraiment de la RH, pendant droit social et RH pendant les 8 premières années, on va dire, puisque je suis d'une formation juridique à la base, et je me suis penché ensuite dans l'univers de la finance il y a maintenant 8-9 ans. Et c'est quelque chose de très intéressant et j'ai trouvé des ponts entre ces deux domaines, ce qui fait que je les exerce aujourd'hui dans les entreprises parce qu'elles sont pour moi interdépendantes. Ok, super intéressant parce que du coup tu as commencé par le RH et tu es arrivé plutôt en finance. D'habitude, en tout cas d'expérience, j'ai plutôt l'effet de voir la sensation un peu inverse. Ouais. Donc on verra pourquoi tu es tombé là-dedans, quels peuvent être les ponts. Et du coup, toi, tu es multicasquette, DAF et DRH. Vanessa, tu es DRH. Moi, je suis DAF, donc c'est un peu toi qui vas faire l'arbitre au final, c'est ça, dans ce duel du jour. Écoutez, très cool. Maintenant que les présentations sont faites,
N'hésitez pas, vous aussi, à vous présenter dans le chat, à poser toutes vos questions. Il y aura une petite partie à la fin, un Q&A, où on répondra à toutes vos questions. J'aimerais bien qu'on commence, avant d'attaquer nos 4 différentes chroniques, on commence par un petit icebreaker, histoire de mettre un peu tout le monde à l'aise, on va dire, même si vous l'êtes déjà clairement, et de rentrer un peu dans le vif du sujet. Vanessa, Vincent commence, franchement, qui le souhaite. Si vous étiez une valeur d'entreprise, laquelle seriez-vous? Donc là, on attaque un peu l'angle RH. Et dans la foulée, si vous étiez un indicateur de pilotage RH, donc là, on peut commencer un peu à mixer le RH et la finance, lequel seriez-vous? Ok, tu veux commencer? À vous. Ah, honneur. Honneur. Alors, si j'étais une valeur d'entreprise, ça serait l'équité, parce que c'est une valeur qui est hyper importante pour moi à titre personnel. Et c'est des choses que quand j'accompagne les entreprises, sont des valeurs aussi qu'elles ont, et on essaye en tout cas de pas faire d'égalité, mais d'essayer de faire le plus d'équité possible. Et c'est difficile de le faire avec justesse, et de lier l'humain à la performance. Donc, ça serait cette valeur-là pour moi. Et KPI, je serais le taux de fidélisation. Le taux de fidélisation, pourquoi? Parce que du coup, ça veut dire que les collaborateurs se sentent bien dans l'entreprise, que toutes les actions qui ont été mises en place portent leurs fruits. C'est l'indicateur qu'on aime voir augmenter. Et je pense, messieurs, que c'est l'indicateur aussi RH que vous allez préférer, puisque c'est celui qui ne vous donne pas de stress quand il augmente. On est d'accord? C'est vrai, c'est vrai. En effet. Est-ce que tu peux juste nous définir l'équité? Je sais que parfois, l'équité, parfois, voilà, on n'a pas toujours la bonne définition. Alors, je fais très simple. Ouais. Je prends une part de gâteau. Ouais. Égalité, on est 10, je fais 10 parts de gâteau. Ok, je coupe le gâteau en 10, pardon. Donc, on a tous, chacun, la même part, exactement la même chose. Quand je veux faire quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'équité, c'est que Vincent mange très peu, par exemple, donc, au hasard. Ça... Ok, il mange, ce qui est faux. Vincent donc mange peu, donc il aura une petite part. Moi, je mange beaucoup, j'aurai une plus grosse part, et en fait, on sera tous chacun satisfait, et ça répondra à nos besoins. Voilà. Ok, très clair. Voilà, le gâteau, je trouve que c'est assez parlant. Ouais, c'est très parlant. Et toi, du coup, Vincent? Écoute, la question est pas simple. Je pense qu'en termes de valeur, je choisirais l'humilité, parce que je pense que à l'image des chiffres, faut rester humble sur sur leur interprétation et ce que ça signifie, puisque je trouve toujours que on pense que les chiffres c'est la vérité absolue. En fait, c'est très lié à des tas de facteurs, dont les facteurs humains, et savoir se dire, voilà, j'ai des hypothèses à formuler sur ce sujet, j'ai des explications, ça reste des hypothèses, et j'aime pas la vérité absolue. Moi, j'aime plutôt quand on reste humble et qu'on cherche toujours à creuser les sujets et à pas être donneur de leçons en disant, bah si, les données elles disent ça, c'est comme ça, un point, c'est tout. Donc ça, c'est un élément. Et l'autre, je serais un petit peu provocateur, mais sur la métrique, moi, ce que je suis, c'est le coût de l'absentéisme. Ouais. Je parle bien de coût. Ouais. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec Vanessa un petit peu. En fait, on mesure beaucoup le taux d'absentéisme, le nombre de jours, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que ça coûte à l'entreprise. Ouais. Parce que ça, on ne va pas toujours faire la démarche de dire, OK, j'ai X jours d'absence pour 100 jours travaillés théoriques. Mais combien ça me coûte ces X jours d'absence? Et ben ça, on va pas aller le regarder, ou pas assez. Et c'est une donnée que moi je suis parce que c'est très révélateur sur tout ce qui est coût caché de l'entreprise lié à la RH, que j'aime vraiment bien mettre en avant. Ouais. Et en plus, c'est un sujet qui est vraiment dans l'air du temps. Exactement. On le voit pour différentes raisons. Mais par contre, c'est un KPI qui est très très dur à calculer. C'est très très dur à calculer, effectivement. Alors moi, je suis pas pour une approche complètement exhaustive, parce qu'il y a ce qu'on appelle les coûts directs et les coûts indirects. Et oui. Déjà, si on a les coûts directs, c'est une bonne chose. Quand je dis coûts directs, ça va être le maintien de salaire, puisque quand un collaborateur est absent, généralement, dans de très nombreuses entreprises, on maintient le salaire. Donc, par exemple, dans la French Tech, dans les boîtes qui sont sous convention collective Syntex, Sinov, après un an d'ancienneté, un cadre, le salaire est maintenu dès le premier jour d'absence. Donc ça a un coût réel pour l'entreprise. Il y a le coût des remplacements qu'on peut chiffrer assez facilement, le coût de l'augmentation de la prévoyance quand c'est la prévoyance qui indemnise après généralement 90 jours d'arrêt. Donc ces choses-là, c'est de la donnée factuelle qu'on peut aller assez facilement trouver. Je dis pas qu'on le fait,
mais je dis qu'elle est normalement trouvable. Si la paye est bien tenue aussi, d'ailleurs, parce que c'est des éléments qu'on peut aller chercher pour partie dans les extractions paye. Et après, tu as raison, il y a des choses qui sont beaucoup plus compliquées à aller trouver. C'est, par exemple, combien de temps ça me prend de former une personne qui n'est pas, qu'on remplace. Je suis pas bon. La perte de CA qu'on a du fait d'effectifs absents, c'est toujours quelque chose qu'on estime. Mais bon, voilà. Donc, moi, je suis plutôt à dire, au moins, estimons déjà le coût direct qu'on sait mesurer facilement, qui est objectif, là, pour le coup. Et après, on peut essayer de voir comment mesurer un petit peu, se donner un ordre d'idée des coûts indirects. Très clair, très intéressant. C'est vrai. On regarde un petit peu dans le chat, c'est bien. Franchement, vous êtes de plus en plus à être connectés. Il y a pas mal de questions qui commencent à popper. N'hésitez pas, nous, on va y répondre à la fin. Là, on va pas tarder un peu à arriver au début de nos chroniques. Donc, pour rappel, ce live, on va le tourner autour de 4 chroniques. Chronique 1, pardon. La recette express. Pour celles et ceux qui avaient suivi le précédent live, vous savez de quoi il s'agit. C'est en 1 minute. Vanessa, Vincent, peut-être moi modestement si j'en ai eu l'occasion, on donne une masterclass ou des bonnes pratiques sur une thématique qui mixe DAF et DRH bien précise. Quelque chose que vous avez déjà mis en place par exemple et qui a bien fonctionné. La thématique et la chronique numéro 2, c'est le mythe flambé. Le mythe flambé, on va essayer de déconstruire tout un tas de mythes ou réalités autour du DAF, autour du DRH et d'essayer d'en débattre. La chronique numéro 3, c'est le plat raté. Donc là, on arrive dans les anecdotes, dans les fails, dans les loupés, parce que oui, on a toutes et tous plusieurs expériences et on s'est déjà loupé et il n'y a pas de honte. Le plus important, c'est d'en tirer des enseignements, des apprentissages et de vous les partager en totale transparence. Et ensuite, et c'est justement aussi ce qui va vous intéresser, la partie 4, c'est la partie Q&A. Donc là, n'hésitez pas, lancez toutes vos réponses et on y répond juste à la fin. C'est bon pour tout le monde ? Tout à fait. Tout le monde est bien présenté, tout le monde est connecté, tout le monde est à l'aise. On est parti pour la chronique numéro 1. C'est parti. Eh bien écoutez, en studio, on peut lancer le jingle, parce que on a des jingles pour la chronique numéro 1, si ça vous va. Eh bien écoutez, c'est parti. Donc, chronique numéro 1, la recette express. L'idée, même si je l'ai déjà un peu introduit, vous avez compris, Vanessa, Vincent, c'est que dans beaucoup d'entreprises, les DAF et les DRH se retrouvent, on va dire, dans la même cuisine. Ça y est, j'attaque mes jeux de mots un peu sur la cuisine. L'un gère les chiffres, l'autre gère les gens, le people, le RH, même si c'est pas si simple que ça dans la vraie vie. Et parfois, la recette tourne au vinaigre. Donc, maintenant, l'idée, c'est de nous partager une recette express en 1 minute qui a bien fonctionné pour vous. Qui veut commencer ? Vincent ? Vanessa ? Vincent ? Allez, ok, je veux bien me lancer. Recette express qui fonctionne bien pour DAF et DRH, qui va réconcilier les deux visions. Moi, en fait, c'est en matière de rémunération, puisque vous le savez, ça coûte assez cher aujourd'hui les rémunérations dans les entreprises. Aujourd'hui, 3 boîtes de services sur 4 sont des boîtes de services en France. Et donc, dans les boîtes de services, le premier poste de dépense, c'est la rémunération. C'est la rémunération. Et on n'arrête pas de dire, le travail coûte cher, etc. Moi, la bonne pratique que je peux donner en la matière, c'est de se dire, OK, comment fonctionne aujourd'hui la législation sociale et qu'est-ce qu'elle me coûte en fonction des options que je choisis. Donc, est-ce que c'est bien de prendre, par exemple, un forfait jour ou de l'horaire ? Qu'est-ce que ça a comme conséquence ? Et moi, ce que j'ai mis en place, alors ça va être un chouï technique, mais je trouve intéressant d'en parler. Dans une entreprise que j'ai accompagnée assez longtemps, on a choisi, alors qu'on n'avait que des cadres, de mettre en place un horaire à 39 heures par collaborateur. D'accord. Plutôt que du forfait jour, parce que nous, c'était très bien déjà, si tout le monde bossait 39 heures par semaine, ça nous convenait tout à fait. Et en fait, il y a un élément qu'on a réussi à gagner en faisant ça, c'est que si on avait mis les gens au forfait jour, déjà on aurait eu certaines personnes éligibles au forfait jour, d'autres pas, donc d'un point de vue RH, on parlait tout à l'heure d'équité, c'est pas forcément facile à gérer, parce que certains vont avoir des jours non travaillés, les JNT, qu'on appelle parfois la RTT, ça m'irrisse le poil, mais et d'autres pas parce qu'ils n'ont pas le même régime. Donc là, est-ce que juste tu pourrais nous dire, pareil pour l'audience, pourquoi certaines personnes peuvent être éligibles au forfait jour et d'autres non? Parce que pareil, là-dessus, il y a quand même une grande confusion. Ouais, et puis surtout qu'on dit t'es cadre, le forfait jour, ça c'est un truc que j'ai entendu. Alors, pas du tout. Ouais. À la base, en fait,
quand on a mis en place, quand on est passé, il y a très longtemps, nous on était jeunes, les lois Aubry, personne s'en souvient. En fait, avant, la durée du travail était de 39 heures. On l'a abaissé à 35 heures au début des années 2000. Et à ce moment-là, on a créé pour les cadres un mécanisme de forfait jour. Mais ce qu'on a précisé dans la loi, c'est pour les cadres qui disposent d'une autonomie suffisante et de larges responsabilités. Et donc, normalement, ça ne concerne que les cadres qui ont un haut degré de responsabilité, une autonomie réelle, et du coup, dans les branches, la conséquence, c'est une rémunération assez élevée. Le fait est que, par exemple, on parlait tout à l'heure à Syntex Innov, il y a une grille qui définit le niveau de rémunération minimale. En dessous d'un certain niveau, on n'a pas le droit d'être au forfait jour si on n'a pas une rémunération minimale. Je n'ai plus exactement en tête le montant. Et donc, tous les cadres n'y sont pas du tout éligibles. Et chaque branche professionnelle, d'ailleurs, peut définir ses propres modalités en disant c'est pas en dessous de ce niveau, on peut pas être au forfait jour, même si on est cadre. D'accord. Donc ça, c'est un point important. Donc un junior, quand il sort de l'école, généralement, en plus, il n'est pas autonome, puisqu'il dépend des instructions de son responsable et autres. En fait, c'est pas vrai. Il n'est pas éligible au forfait jour. Et d'ailleurs, après, ça peut créer des contentieux et autres. Bref. Et beaucoup d'entreprises commettent du coup cette erreur. Bien sûr. On en voit. Ouais, c'est assez systématique. Et alors, j'imagine. Alors, parce qu'il y a un point, juriste, je me referai pas. Quand on regarde les décisions de justice, le coût que ça a quand on se retrouve en contentieux, je dis, oh là, attention. Parce que moi, j'ai des entreprises qui ont perdu des centaines de milliers d'euros pour un contentieux. Ouais. Parce que c'est des gens qui travaillent à 50 heures, le forfait jour n'était pas du tout bien géré, et puis voilà. Alors, ça n'arrive pas souvent, les contentieux, mais quand ça arrive, voilà. Ouais. Donc, ça, c'est un risque juridique. Ouais. Le forfait jour, c'est très bien, on a l'impression que c'est mainstream, tout le monde en a, c'est super, c'est l'avantage qu'on doit donner. Mais moi, je dis, attention, je sais le risque que ça a, donc c'est pour ça que je ne suis pas forcément favorable de prime abord. J'en gère aussi, et c'est très bien, mais ce n'est pas toujours le cas. Et derrière, il y a un autre aspect, c'est que les contributions patronales, en France, elles sont progressives jusqu'à être à un niveau à peu près de 45%. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a une qui s'appelle le complément maladie, donc une contribution de 6%, qui se déclenche. Alors avant, c'était à 2,5 fois le SMIC, maintenant c'est à 2,25 fois le SMIC. Mais ce 2,5 ou 2,25 fois le SMIC se calcule en fonction de la durée du travail. Si tu es sur une base forfait jour, c'est l'équivalent d'un 35 heures. Si tu es en 39 heures, tu augmentes ton seuil, du coup, et donc la rémunération à partir duquel tu vas payer cette contribution en plus, ce seuil donc, va être plus haut. Donc en faisant ce que j'ai dit tout à l'heure, en ayant des gens à 39 heures plutôt qu'en forfait jour, avec des rémunérations, moi j'étais limite avec ces 2,5 SMIC, en fait, en les mettant plus haut, j'ai économisé plusieurs dizaines de milliers d'euros de contributions sociales et j'ai ainsi réduit le coût du travail sur une bonne partie de l'effectif. Voilà. C'est technique, mais ça, tu l'expliques très bien dans tes infographies. Merci. Non, vraiment. J'essaye de sensibiliser là-dessus parce que c'est un point qu'on voit pas assez. Sûr, et pourtant, c'est une réalité pour le coup entreprise. Ouais, complètement. C'est vrai qu'on est rentré un peu dans la technique, mais très pédagogue et honnêtement, je pense que tout le monde a bien suivi. Et justement, du coup, ça nous permet de faire un petit peu le lien avec toi, Vanessa, parce que alors, avant de rentrer même dans ta recette express, j'imagine que c'est des cas que tu vois, toi, en tant que DRH à temps partagé. Oui, tout à fait. Mais moi, je voudrais revenir sur la fonction RH à la base, à l'origine, sur la formation, la culture et la différence que ça fait avec un DAF. Et c'est là où, du coup, Vincent est très bon. C'est que on n'est pas formé sur les chiffres, c'est-à-dire qu'on voit cet aspect de façon très rapide, très scolaire, et on n'est pas sensibilisé à tout ça. Nous, on est vraiment sur la partie humaine, sur ce qu'il y a à développer, à mettre en place, et du coup, on est vraiment pas alerte là-dessus. Or, les chiffres, c'est super important, et si on veut parler avec un DAF, et si on veut convaincre et prendre notre place, mais je pense qu'on en parlera tout le long du live, il est important de les maîtriser. Et vraiment, je reviens sur tes infographies, elles sont top, et elles aident vraiment à comprendre, et je sais que moi, il y a plein d'RH qui sont autour de moi dans ma communauté, qui te suivent, parce que du coup, ça les aide beaucoup dans le quotidien. Et ça m'aide aussi, moi, beaucoup à titre personnel. Et justement, si on parle des chiffres,
on comprend pas toujours les impacts que ça a. Et donc du coup, pour moi, les chiffres, en fait, il faut qu'on se réconcilie avec, ça y a rien à dire, mais ça va raconter une histoire. Et ça raconte l'histoire de la performance collective, finalement, ces chiffres. Je pense qu'on est d'accord. Et nous, RH, on parle pas assez d'impact. C'est-à-dire qu'on va parler budget, coût, et donc du coup, on nous voit tout le temps comme un centre de coût, mais on parle pas de l'impact que ça a. C'est-à-dire que typiquement, enfin, donc on ne sait pas valoriser l'humain. Enfin, on sait pas, transposer la valeur humaine en valeur économique. Enfin, typiquement, si on a besoin d'un budget formation, on va demander 10K parce qu'on a un super projet, c'est génial. Le DAF venait dire non, nous, hors DAF, de question. On voit ça comme certainement pas. un non, poste de voilà, coût, exactement. Ouais. Parce qu'on ne sait pas argumenter derrière et on ne sait pas chiffrer. Et en fait, c'est ce fameux impact qu'il faut vraiment mesurer, dire ok, j'ai besoin de former des collaborateurs parce que actuellement, je sais pas, admettons, ils utilisent un outil. Pas de façon correcte et du coup ça génère des erreurs, de l'insatisfaction client, de la tension dans les équipes. Si on les forme à l'utilisation de cet outil, on va améliorer de tant de pourcents. Je sais pas, ça peut être l'absentéisme, enfin plein de choses. En tout cas, peut-être que le chiffre d'affaires va augmenter. Enfin, en tout cas, c'est une répercussion et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on mette en avant. Ok. Mais alors, du coup, c'est bien, ça ouvre le débat parce que là, tu vois, en tant que DRH, tu as tout de suite parlé de l'aspect chiffré. Oui. Comment, avec des chiffres, toi, en tant que DRH, tu arrives à, on va dire, imposer des décisions pour avoir de l'impact. Mais alors, comment tu te formes à cette vue chiffrée parce que dans ton parcours universitaire, tu ne l'as pas forcément. On voit qu'aujourd'hui, en tant que DRH, c'est presque une obligation désormais de maîtriser la lecture chiffrée pour que tes décisions aient un impact ressenti. Mais alors, comment tu te formes ? Alors, comment ça m'est venu ? Parce que moi, les chiffres, à la base, j'étais allergique aux chiffres. Okay, je suivais mes petits indicateurs tout mignons, qui n'avaient aucun intérêt, qui n'ont pas d'intérêt. Enfin, il y a plein d'indicateurs qu'on suit de façon complètement bête et méchante. Voilà. Donc, il faut suivre cet indicateur. On le suit, on ne sait pas pourquoi. Et ou deux, genre non, je ne pourrais pas dire. Mais, tu vois, un truc complètement stupide, c'est le nombre de recrutements qu'on a fait dans l'année, par exemple. Oui. Ok. Mais pourquoi faire ? Ça peut être utile. Oui, non, mais voilà, c'est ça, mais tout seul, voilà. Tout seul, aucun intérêt. Voilà. Vrai. Et en fait, j'ai été dans une entreprise où j'avais un budget assez important à gérer. Et donc, je devais prendre des décisions, forcément, et optimiser au maximum ce budget. Sauf que je ne savais pas le présenter au DAF. Donc moi je suis venue toute mignonne avec voilà, on va faire ça, ça va être génial, c'est super, etc. Et donc forcément il m'a dit en fait explique-moi pourquoi. Donc j'ai expliqué avec mes mots, c'était très mignon, hein. Et il m'a dit non, pas du tout, tu retournes dans ton bureau et tu vas m'expliquer maintenant pourquoi et qu'est-ce qu'il y aura derrière. Donc, moi je savais qu'on se comprend vraiment pas, moi je parle d'humain, je sais pas demain ce que ça va rapporter, je sais que dans quelques mois il va y avoir ça, etc. Enfin bref. Et du coup, plutôt que de pas aller plus loin, je me dis non, en fait, je me rends compte que nous RH, quand on est au CODIR, si on est au CODIR, on n'est pas écouté, en fait. C'est un sujet, ça aussi, il va falloir qu'on en parle parce que on n'est pas écouté et donc du coup je me dis très bien, je vais mesurer concrètement tout ce que je veux mettre en place va apporter vraiment, c'est-à-dire que je vais le chiffrer. Donc ça n'a pas été simple, je suis allée chercher de l'info partout, des indicateurs pertinents parce que je vous ai dit, j'avais une panoplie d'indicateurs, c'était génial. Mais c'était pas les plus intéressants et du coup j'ai pu aller défendre mon budget comme ça. D'accord. Et ça a marché, c'était chouette. Voilà. Excellent. On arrive tout doucement, parce que je vois Johanna qui commence à nous dire que cette première partie tout doucement arrive à son terme. Moi, j'aimerais bien juste en mot de la fin. On a commencé justement à parler des RH, finance, DAF, RH, etc. Si vous deviez chacune, résumer peut-être en 1 ou 2 mots maximum la recette d'une collaboration qui marche bien entre un DAF et un DRH. Ouais, je veux bien commencer. Je pense qu'on n'est pas amené à travailler ensemble déjà. Quand les budgets sont faits, généralement la fonction RH n'est pas impliquée. Assez souvent, tu me corrigeras. Enfin, on verra. Je dis rien. Ouais, tu dis rien. Moi, je trouve qu'en tout cas, la fonction RH n'est pas suffisamment associée quand les budgets sont montés. Il n'y a pas de lien tout au long de l'année, c'est-à-dire qu'on communique pas. Comme on l'a dit, on n'a pas les mêmes vocabulaires, on n'a pas les mêmes formations initiales, on n'a pas les mêmes objets. Enfin.
On a les mêmes objectifs en réalité, c'est la performance de l'entreprise, mais pas de la même façon, pas avec la même approche. Et donc moi, je pense qu'il faut créer un peu plus de liens, avoir des indicateurs communs qu'on suit en commun en fait, et pas juste des indicateurs RH d'un côté, des indicateurs financiers de l'autre, et pouvoir plus échanger. Ok. Très clair. Et toi, Vincent ? Bah moi, je vais te le faire en 2 mots. Moi, je dirais synergie et couple. C'est vraiment voilà les choses qui doivent bien fonctionner. Donc, un couple qui s'aime. C'est beau. Ouais. Oui, Écoutez, j'ai très mis des bien. boucles d'oreilles en fonction des... Oui, en effet. Et n'hésitez pas, on a écrit aussi un petit article sur Finpal à ce sujet. Est-ce que justement les DRH doivent savoir lire les chiffres, lire un PNL, etc. Donc n'hésitez pas, on va vous remettre le lien de cet article en commentaire si ça peut vous donner des idées pour continuer d'alimenter les débats avec grand plaisir. Bon les amis, on est un petit peu à la bourre, ce qui est normal en vrai, ça fait partie du jeu. Je vous propose qu'on passe à la chronique numéro 2, le mythe flambé. Tadam. Et on peut lancer le générique. Jingle. C'est quoi cette Voilà. Alors, le mythe flambé, moment accessoire, comme vous pouvez le voir, on a ressorti la casquette avec les quelques mythes. L'idée, c'est quoi ? C'est de briser les clichés, de déconstruire un peu tout ça, façon mythe ou réalité sur justement les sujets finances, les sujets RH, qui ça touche, pourquoi, est-ce qu'on est concerné ou pas. Donc je vous propose, on a 10 petites minutes devant nous. Dans le chat, n'hésitez pas aussi à participer et à nous dire de votre côté, est-ce que c'est un mythe, une réalité, pourquoi. Et de notre côté, on peut piocher à tour de rôle un mythe ou une réalité et en débattre tout doucement, sans prise de tête. Okay. Voilà. Qui veut commencer ? Moi. Allez, ça. Les DRH sont trop dans l'humain pour être stratégiques. Les DRH sont trop dans l'humain pour être stratégiques. Alors, qu'est-ce que ça t'évoque ? Faux. Absolument faux. Mais notre fonction est d'être stratégique puisqu'on doit accompagner l'entreprise dans sa stratégie globale. Donc c'est faux. Ouais, et puis au-delà de ça, je dirais que le vrai rôle côté RH, c'est justement de connaître les équipes, de connaître finalement la manière dont les gens fonctionnent, les remontées, des indicateurs fiables, les relations sociales, quelque chose de très important, justement pour adapter la stratégie et savoir se dire, là, on va avoir des difficultés si on va dans ce sens-là, là, c'est quelque chose où on est plus confort d'aller. Donc en fait, c'est pas juste de se dire... Ouais, l'humain, c'est compliqué à gérer, on dit non à tout. Non, c'est pas vrai, c'est juste un éclaireur pour moi, la fonction RH. Ok. Mais justement, tu vois, ça reprend un peu le sujet qu'on évoquait tout à l'heure. La DRH, je le pense aussi bien évidemment, a un impact très stratégique dans l'entreprise. On se dit, ok, pour que des décisions soient affirmées, il faut avoir une vue chiffrée, mais il faut aussi avoir un sentiment un peu de légitimité et ce qui malheureusement n'est pas toujours le cas au sein de CODIR, COMEX, qu'importe comment on les appelle, ces grandes instances où on est censé prendre des décisions. Et donc, comment justement un ou une DRH peut trouver sa place au sein de ces instances-là ? Moi, je reviens sur la maîtrise des chiffres en réalité. Vraiment revenir dessus parce que pourquoi on n'a pas de légitimité, c'est qu'on est vu comme un centre de coût et une fonction purement administrative. Et donc, à partir du moment où on est en capacité de valoriser la performance, je parle beaucoup de performance, désolé, mais c'est vraiment très lié. Dès qu'on est en capacité de valoriser cette performance humaine et de voir l'impact que ça nous crédibilise davantage. Okay. Moi, j'ajouterais un point, c'est que je tiens à ça, c'est la maîtrise des règles du droit social. C'est vraiment un point clé, et pas du droit social. D'ailleurs, on pourrait ajouter le droit fiscal, par exemple, qui a une influence forte aussi. En fait, à partir du moment où on est dans la démonstration de compétences de manière, on décline, on se dit, la règle, elle est comme ça, voilà l'impact que ça a sur l'entreprise en termes de coûts, et voilà aujourd'hui les réactions potentielles des gens dans ce contexte-là, le climat social, etc. En fait, on aligne des éléments, on fait vraiment une démonstration pour appuyer un conseil ou une proposition d'arbitrage, ce qui n'est pas du tout la même chose que d'y aller avec... Moi, je pense que... Oui, bien sûr. Et voilà, et en fait, c'est là la problématique, c'est ne pas penser que c'est faire une démonstration rationnelle. En fait, voilà, parce que trop souvent,
et c'est un tort, les gens pensent que tout le monde peut faire de la RH. Oui. C'est facile, la RH, bon, c'est s'occuper des gens. Bah oui. On va Le dire, recrutement. oh oui, bah, moi je vais t'expliquer comment faire, tu sais pas faire. Moi je suis membre du CODIR, je sais faire aussi. C'est vrai. Voilà. Et donc c'est pour ça aussi, je pense que parfois, les RH sont un petit peu mis de côté, à tort, encore une fois. Et donc je souscris à ce que tu as dit, il faut redonner, j'allais dire, de l'assise aux décisions et aux conseils pris par les RH. Ok, très clair. À C'est à toi. moi Allez. Attention. Les RH dépensent, les DAF freinent, c'est ça? Ah bah ça... C'est vrai. Oui, alors ça peut être le cas, mais je trouve que c'est réducteur comme approche, parce que Oui. Des deux côtés. Ouais, des deux côtés, parce que si on se place du côté RH, de toute façon, si on se dit dans le scope RH, il y a le personnel, c'est naturel de toute façon de se dire t'as l'inflation, t'as l'évolution des gens. À un moment donné, tu dois mettre en place aussi les rémunérations qui vont avec, ou alors tu vas avoir du turnover, tu risques aussi d'avoir une crise d'attractivité, etc. Donc en même temps, tu es obligé à un moment d'aligner un budget par rapport à ce que tu souhaites faire. Et je pense que les DAF freinent, je peux comprendre ce mot, mais c'est dans le sens, à mon avis, ils cherchent surtout à objectiver les choses. Si le RH l'a pas fait avant, si le DRH ou le DRH l'a pas fait avant, mais ce qui peut se faire aussi du côté des RH et des DAF, la discussion peut être très, très fluide en se disant, voilà, moi mon besoin, voilà ce que je pense faire pour pouvoir répondre à ce besoin d'attractivité. Je pense difficilement moins bien faire là, parce que j'ai pas trop d'opportunités, mais on en discute si tu as d'autres pistes. Ok, c'est justifié, on y va. Et en fait, c'est plus un renvoyeur de balles, tu vois, qu'on peut avoir sur ces sujets-là. Ok. Ouais. Et moi, je compléterais même sur le fait que c'est important qu'on y réfléchisse ensemble, notamment sur des augmentations de masse salariale. C'est pourquoi, quelles répercussions. C'est-à-dire que le regard du DAF va venir compléter le regard RH. Et qu'est-ce qu'on peut faire et ne pas faire, quel impact ça a, pas encore d'impact. Mais vraiment, ça doit être fait conjointement. Très bien. On en fait encore un ou deux? Je sais On a qu'on le va droit. déborder, mais on va essayer d'être un peu plus Johanna va concis. pas nous- Donc, les DAF Désolé pour l'écriture. ont peur des émotions. Ah, c'est très intéressant, très intéressant. En fait, ils sont perçus, c'est vrai qu'ils sont plutôt perçus comme un peu insensibles, inaccessibles, mais je pense que sont plus les anciennes générations que les générations de DAF aujourd'hui. C'est-à-dire que, je sais pas, on revient 10-15 ans en arrière, même 10 ans, pas besoin d'aller très très loin. 10 ans, le DAF est surtout dans son bureau, pas accessible. Ouais, c'est un peu les clichés, en effet. Pas accessible. On va toquer à sa porte parce qu'on en a besoin de faire valider des notes selon la taille de l'entreprise, des notes de frais, de se faire payer une facture. Il a jamais vraiment le temps, il est pas très empathique. Donc oui, c'est des clichés qu'on a, mais je trouve que ça change. Ouais. Et vous en êtes la Heureusement. preuve d'ailleurs. On essaye modestement. Mais oui, en effet, aujourd'hui, les DAF ne peuvent plus se cacher, je veux dire, être isolés, ne plus être au centre de l'entreprise, être au contact de l'humain, tout simplement. Il y a une partie, gestion ou co-gestion, on va dire, des ressources humaines qui aujourd'hui est nécessaire. Ouais. Il y a une partie même communication. Aujourd'hui, un DAF doit être beaucoup plus dans la communication, chiffrée, mais qui implique beaucoup d'autres émotions, ressentis, etc. Donc non, c'est terminé, j'espère, les stéréotypes du DAF derrière son tableau Excel, enfermé dans son bureau, de plus en plus. Mais ça serait bien qu'on nous le dise dans le chat. Quelle image on a des DAF aujourd'hui? Ouais, quelle image vous avez des DAF si vous deviez dans le chat les résumer, on va dire, ou les classer en un mot, en une émotion, qu'est-ce que vous diriez? On en reprend un petit? Allez, un petit dernier. Allez, un petit pour la dernier. route. Johanna Et avait dit non. Allez, je vais être très rapide. Les DAF veulent automatiser, les RH veulent humaniser. Ah ouais, ça, y a une part de vérité. Hein. Non, mais moi, je suis pas. Enfin, je comprends parce que encore une fois, il y a le côté, on veut gagner de la performance, du temps, etc. Mais pourquoi les DRH ne voudraient pas automatiser les choses, aller mettre en place des process sur les sujets à faible valeur ajoutée qu'on peut automatiser. Aujourd'hui, il y a des tas d'outils. Je pense qu'un DRH ou une DRH qui pense bien les choses, c'est de se dire,
Moi, je veux que mes collaborateurs se focus sur là où ils ont de l'impact, de la valeur au maximum. Et les tâches administratives et autres, c'est peut-être à reléguer, à automatiser le plus possible aussi. Donc, les deux côtés. Okay. J'ai rien à rajouter, c'est tout à fait ça. Et clairement, en réalité, l'automatisation, je trouve que c'est un plus. Justement, là où on n'a pas de valeur ajoutée, on le délègue à l'automatisation. Donc, c'est parfait. Et on peut utiliser ce capital humain pour faire autre chose. Et valoriser davantage les collaborateurs. Si on parle d'automatisation, parce que c'est un sujet un mot un peu large, parlons un peu d'IA. L'IA, côté RH, vous ressentez son arrivée, le fait que ça change un peu le quotidien? Oui, alors moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que c'est pas utilisé encore totalement comme il le faut, mais je pense que les outils ne sont pas encore non plus parfaitement bien développés. En tout cas, pour les entreprises que j'accompagne et que je vois en tout cas l'utilité qu'elles pensent en avoir, mais il y a un vrai potentiel. Donc, moi, en tout cas, je suis très favorable à l'IA, bien utilisée, avec des collaborateurs qui sont formés à l'utilisation et que ça soit encadré par une charte d'utilisation. Ouais, moi je suis un peu inquiet parce que quand je vois qu'aujourd'hui des outils qu'on utilise depuis de longues années, il y a des gens qui savent toujours pas bien les maîtriser. Enfin, faut voir que la technologie progresse à un rythme hallucinant et qu'il y a un décalage monstre par rapport à la capacité d'adoption de la technologie par l'ensemble du milieu. Et donc, il y a des entreprises qui sauront très bien faire ça, et tu as raison, former les collaborateurs avec la solution appropriée, etc. Et il y en a d'autres, j'apprends rien à personne, il y a encore des gens qui font leur compta en papier. Donc, on se dit, waouh! Avec la facturation électronique, normalement ça va s'arrêter, mais on doit doit mettre en place ce genre de choses. Tu vois, on s'est pas dit, ah tiens, il y a un outil sympa, je vais numériser, je vais arrêter de me prendre la tête avec des piles de papier. Donc moi, ce qui m'inquiète, c'est l'écart qui risque de se creuser entre ceux qui savent surfer la vague et ceux qui malheureusement ont déjà pris trop de retard et qui vont pas savoir comment s'approprier ces outils. Ouais, bien sûr. Ok, écoutez, par rapport à l'IA, l'IA et l'utilisation dans le domaine RH, je vous propose dans le chat de donner aussi vos retours et peut-être même de continuer les débats, parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire, que ce soit en termes d'outils, d'utilisation, de bonnes pratiques, d'inquiétude, d'encadrement. On peut continuer les débats sur FinPal, n'hésitez pas. On est en retard, bien évidemment, sinon ce serait trop simple. Je vous propose de passer à la chronique numéro 3, le plat raté. C'est tout bon. C'est parfait. Chronique numéro 3, le plat raté. Alors là, dans cette chronique, on va parler de quoi? On va parler un peu d'anecdotes croustillantes, de fails, de ratés, d'expériences, mais qui à chaque fois nous ont apporté un apprentissage, nous ont apporté un retour d'expérience, nous ont permis de faire différemment. Et l'idée, justement, c'est de vous les partager pour, idéalement, que vous ne refassiez pas les mêmes erreurs. Et donc là, c'est le moment aussi de se lâcher. Alors on reste bien évidemment dans le côté confidentiel, on ne nomme personne, pas d'entreprise ou autre, mais on peut se lâcher, on peut parler de fails qu'on a rencontrés et comment on aurait pu faire différemment. Qui veut se lancer? Parce que alors là, pour moi, c'est dur de vous tendre une perche, mais qui peut se lancer? C'est le monsieur double casquette. La question la plus tricky, c'est pour moi en premier. Moi, ce que je pense avoir raté par le passé, c'est la prise de décision financière impactant les gens sans avoir suffisamment communiqué en amont sur pourquoi je faisais ça et quelles conséquences ça avait pour eux. Exemple très, très simple, c'est... peut avoir des mécanismes de rémunération, justement. C'est assez technique en France, tu sais, si tu veux mettre en place de l'intéressement, de la participation, ou des avantages sociaux, type titre restaurant ou autre. Et donc, en fait, tu te dis, économiquement, tu te dis plutôt que de faire full augmentation de salaire brut, tu vas passer sur des mécanismes différents. Et donc, tu vas faire ton itération, tu vas dire, OK, c'est bien de faire ça. Tu fais ton truc et toi, tu es convaincu de la méthode et tu te dis, OK, c'est exactement ça qu'il faut faire. Mais en fait, c'est parce que toi, tu connais toutes les conséquences juridiques, fiscales et sociales pour l'entreprise et pour les gens. Mais eux, ils connaissent même pas le nom du dispositif si ça se trouve. Et donc, un jour, tu arrives, au fait, les gars, bonne nouvelle, on met en place ça. Et là, gros blanc, ils comprennent pas. Ils disent, ouais, vous nous avez pas consulté, pourquoi? Et pourquoi on n'est pas plus revalorisé, etc. Donc, Rocco, fort de cette expérience, c'est au plus possible
associer les gens en amont, leur expliquer, faire de la pédagogie sur ce à quoi on réfléchit, pourquoi on réfléchit à ça, et ce que ça peut amener de positif pour les gens quand des décisions financières impactent notamment les dispositifs de rémunération, parce que c'est un truc vraiment au cœur. Hein, là, quand on parle rémunération, il y a toujours la côté entreprise et côté salarié, c'est Bien vraiment sûr, un sujet vraiment, tu vois, vraiment au milieu entre DRH et DAF. Et justement, à force d'être, avec cette volonté de vouloir être transparent et pédagogue dès le début, t'as pas peur de tomber un peu dans une décision qui ne serait plus forcément imposée mais collective. Alors, c'est justement le but, bien évidemment. Sauf que parfois, on sait qu'il y a des sujets de gestion, d'organisation qui, malheureusement, doivent être un peu imposés. Oui, je suis d'accord. Le but n'est pas de faire de la cogestion sur tous les sujets, c'est pas mon propos. Mais je crois qu'à partir du moment où, en fait, on va avoir les salariés à un moment donné de concerner, il faut pas arriver à l'annonce au moment où tout est bouclé. En fait, il faut arriver à un stade où la décision est où le projet est mature, assez mature pour en parler sans que ce soit quelque chose qui tombe en disant, de toute façon, vous n'avez plus le choix, c'est comme ça, un point, c'est tout. Parce que on parlait de changement de génération aussi. Je pense que indépendamment des instances type CSE qui peuvent exister et qui sont là aussi pour avoir un équilibrage et un dialogue social équilibré en France, il y a aussi dans les petites entreprises, c'est pas forcément en place, un besoin de communiquer, de participer, d'avoir son mot à dire. Et je pense que c'est aussi faire du management, de prendre en compte ce besoin-là, que les gens ont besoin d'être considérés. Et les considérer, ça veut dire aussi leur partager et les impliquer dans des décisions qui peuvent les concerner. Donc il y a un équilibre à trouver, il est subtil, il est pas simple, mais il est important parce que je pense que derrière, c'est beaucoup une question d'engagement après des équipes. D'accord. Ok, très très clair. D'ailleurs, une petite question qui pique un peu entre les deux, de t'en parler. CSE, c'est un frein ou c'est pas un frein ? À quoi ? Au dialogue, au développement, à la prise de décision. C'est une question qui pique un peu volontairement. Parce que déjà, beaucoup doivent avoir un CSE et n'en ont pas. Ça, voilà, on peut se faire rattraper par la patrouille. Tu voulais rajouter Ouais, non, mais attention, et puis il y a CSE et CSE, parce que maintenant, un CSE, on en a un à partir de 11 collaborateurs, mais en fait, le CSE de 11 à 50 collaborateurs, il n'a pas les mêmes pouvoirs que le CSE de 50 et plus, et ça, on fait plus la différence par rapport aux anciens formats. Et moi, pour répondre à ton point, c'est arrêtons de toute façon de se dire c'est des contraintes, c'est des barrières. En fait, il faut toujours se faire allié de tout ce que tu dois mettre en place dans l'entreprise. Parce que si tu le gères comme une contrainte, ce sera une contrainte. Si tu le vois comme une contrainte, ce sera une contrainte. Donc, il faut choisir de le voir comme qu'est-ce que je peux faire d'utile avec. C'est ça, il faut s'allier en fait avec le CSE, il faut travailler de concert. En bonne intelligence. Oui, pour moi, c'est une animation du CSE qui est à mettre en place et pas effectivement opposer ces deux fonctions, ces deux organes. Ok. Et d'accord. C'était une petite aparté. Non, c'est très bien. Ouais, mais oui, au fait, parce que toi, tu nous as rien partagé. Non, alors le CSE, en effet, moi je pense peut amener à des discussions intéressantes parce que d'une certaine manière, en tant qu'employeur, ça t'oblige à être davantage transparent, communicant dans ta prise de décision, transparent sur des données financières, budgétaires, chiffrées, etc. Donc non, moi je pense que bien amené, avec beaucoup de pédagogie, et ça dès le départ, les discussions ne peuvent être qu'intéressantes. Donc là, pour le coup, certes, au début, quand on voit le chantier du CSE, en tout cas en tant que DAF, on peut se dire encore une contrainte, encore des élections, il va falloir se rajouter un truc sur ta to-do list, etc. Après, derrière, pareil, d'expérience, si c'est bien amené avec beaucoup de pédagogie, je n'en ai vu que du positif. Et moi, je voudrais même rajouter que s'il y a les deux fonctions, donc DAF et DRH dans l'entreprise, et un CSE, c'est intéressant d'avoir, que les budgets, par exemple, soient présentés par le DAF plutôt que par la DRH, par la fonction RH. En tout cas, par celui qui les maîtrise et qui les comprend. Voilà. Non, mais c'est important. Oui. Parce que moi, j'ai... Avec de la pédagogie. Un DRH, j'ai pas de problème parce que le DRH les présente à compter du moment où il les maîtrise. Tu parlais de l'article tout à l'heure. S'il comprend le PNL, moi, j'ai pas de problème à ce que ce soit lui qui l'explique. Voilà, la hausse du chiffre d'affaires ou la baisse de la rentabilité, etc. Mais là, à ce moment-là, il sait de quoi il parle et il sait répondre aux questions. Oui, complètement. Sinon, on présente juste des chiffres. Voilà, c'est pas très intéressant. Pardon.
Et toi, du coup, Vanessa, un petit file à nous partager? Ouais, on va faire vite. Alors, en lien RH et chiffres, ça peut être un gel des recrutements dans une entreprise. Et alors, pas sur des postes, pas sur des créations de postes, mais sur des remplacements, notamment, où donc la décision est prise de de geler les embauches un certain temps, sans réfléchir à tous les effets de bord qui sont surcharge des collaborateurs qui vont du coup absorber le travail, démotivation, erreurs, absentéisme, risque de burn-out, etc. Et donc ça, c'est assez lourd financièrement derrière à rattraper. Donc du coup, c'est vraiment des questions à se poser dès le départ. Mais ça, pareil, c'est pas simple à démontrer financièrement, parce que si aujourd'hui, quelqu'un avec la fonction RH, si aujourd'hui, moi en tant que DAF, je dis on va geler les recrutements, ok, toi avec la fonction RH, tu vas me citer justement tous les effets de bord que j'aurais pu oublier, ok, mais par contre, il va falloir les chiffrer. Oui, mais là, tu vois, je pense que c'est la force d'une DRH d'expliquer, ok, mais si on gèle, on se met d'accord sur la charge de travail qu'on peut réaliser, parce que si on demande une charge constante avec moins d'effectifs, c'est parce que c'est le scénario là que tu décrivais, moi je pense qu'il faut arriver en disant, écoute, on va avoir, je n'ai pas de boule de cristal, on va avoir une hausse de l'absentéisme. Un jour de maintien de salaire, ça nous coûte tant. Ouais. Au moins, tu as la donnée, combien ça coûte. Ensuite, tu vas dire, on risque d'avoir des départs. Aujourd'hui, recruter un collaborateur, ça nous coûte tant. Et je passe même pas le côté risque de se tromper, rupture de période d'essai, il va nous coûter alors qu'il sera pas opérationnel, etc. Donc en fait, on peut mettre en place tout un tas d'indicateurs qui nous permettent d'évaluer la typologie de risque qu'on a et avoir une idée du montant, sans que ce soit précis. On n'a pas de boule de cristal. Mais sauf que si on dit ça, on objective beaucoup plus le débat, juste de dire ah attention, là les équipes elles vont pas être contentes. Bien sûr. Le problème c'est que toute cette donnée-là, en tant que DAF, c'est des données que soit tu ne sais pas calculer, soit tu ne prends pas le temps de calculer. Donc c'est en ça où on a besoin que la fonction RH arrive justement avec ces données chiffrées, qui est un peu fait le cœur justement de ce débat. Tout à fait, exactement. C'est pour ça qu'il faut qu'on travaille ensemble. Je te donnerai quelques tuyaux. Avec grand plaisir. Ok, écoutez, toujours en retard, c'est pas grave. On arrive maintenant sur... Donc, n'hésitez pas dans le chat, on voit qu'il y a quand même pas mal de questions. Et justement, on va prendre un peu cette dernière partie qui s'appelle les questions qui piquent pour répondre un peu aux questions qui ont été posées soit en amont de ce live-là, soit lors du chat. On va bien sûr privilégier les questions en live. Et écoutez, c'est parti pour la chronique numéro 4. Maintenant, il va falloir trouver 2-3 questions. Et il y en a quand même 2-3. Alors, je vais prendre un petit peu au hasard. Laissez-moi. Une question de Bénédicte. Quel est l'impact en revanche... Alors attention, les questions peuvent être un peu techniques, on va voir. Quel est l'impact en revanche des heures supplémentaires d'un forfait 39 heures, soit 4 heures sup sur les charges sociales? Très bonne question. Voilà, moi je laisse le tour. Alors, en fait, le sujet, c'est que quand on a décidé du modèle de rémunération, puisque on évoquait ça au démarrage de notre discussion, en fait, faut inclure de toute façon dans la rémunération les heures supplémentaires. C'est-à-dire que dans le forfait jour, en fait, tu sais d'ailleurs pas combien tu travailleras d'heures dans le forfait jour, puisque par définition, c'est décompté en jours. Et d'ailleurs, ça peut être au désavantage de l'entreprise. Oui. Tu dis, je veux bosser 5 heures aujourd'hui, j'ai fait ma journée. Tu vois. Ça, justement, c'est tout à fait légal. Elle ne pourra pas te dire quoi que ce soit. Les missions sont réalisées. Ça. Exactement. Attends, tu décomptes à la journée. En plus, il y a une petite subtilité, c'est que normalement, le code du travail ou l'accord d'entreprise, en l'occurrence, ne peut pas te dire c'est un jour, c'est tant d'heures. C'est complètement déconnant par rapport à la logique. Bref. Et donc, en termes de cotisation patronale, pour les entreprises de moins de 20 salariés, je crois, on a une exonération forfaitaire de 1,50 € par heure supplémentaire travaillée. Et je crois que ça baisse à 50 centimes par heure supplémentaire travaillée entre 20 et 249 salariés. À vérifier, je le fais de tête. Mais donc, il y a des petites exonérations. En fait, le vrai avantage, il est côté salarié, parce que lui, il ne paye pas de cotisation retraite sur ses heures sup.
Oui, très bien. Donc il est exonéré d'à peu près 11% par rapport à ses heures dites normales. Et en plus, il est exonéré d'impôts dans la limite de 7 500 € par an. Ça veut donc dire que pour un brut équivalent, si tu es en forfait jour et tu gagnes la même chose à 39 heures, ok, et ben en net à payer, tu vas gagner beaucoup plus. On regarde. Oui. Mais moi, sur des rémunérations autour de 50K, par exemple, j'avais des écarts de 1500 à 2000 € net en poche du salarié par an. Si, Oui, c'est pas mal. en fonction de si tu es en forfait jour ou à l'horaire avec, d'ailleurs, tu peux faire plus que 39 heures. Hein. On pourrait dire, c'est pas 39, c'est 40, 41, etc. Et je précise juste pour des célibataires, parce qu'après, on va pas faire le détail de la fiscalité, mais bon. Après, en effet. Voilà. Ok. C'était technique. C'était technique, Oui. mais très clair. Et de toute façon, le replay sera disponible pour que chacun puisse prendre le temps de bien comprendre. On a une question de Jérémy qui vient de popper. De manière pratique, comment désamorcer un conflit entre projet RH et finance DAF quand il y a du budget, mais que le DAF est frileux, ou quand il n'y a pas de budget? Alors, attendez, on va se la refaire. Oui, De manière pratique, comment désamorcer un conflit entre projet RH et DAF quand il y a du budget, mais quand le DAF est frileux? faut qu'on ait le même langage. Ouais, même langage. Même Et là, objectifs. on objective en fait Ouais, le sujet. C'est ça. Et les chiffres, c'est une manière de communiquer. C'est-à-dire que ton projet RH, je sais pas quel est le projet RH en Oui, cause, oui. mais il faut essayer d'aller regarder ce que ça a comme conséquence directe pour l'organisation, de ce que ça va permettre de générer, soit comme économie, soit comme, je sais pas, du chiffre d'affaires en plus, parce que un projet RH, ça peut être par exemple la mise en place d'un nouvel outil qui doit, justement, tout à l'heure on disait automatiser certaines tâches. Donc, on essaye de l'objectiver, ça, et de convaincre que l'investissement en budget initial couvre l'économie qu'on va faire à terme. Et je pense que c'est une manière de débloquer les choses et de faire en sorte qu'on puisse en tout cas s'entendre sur les constats et aller après sur les hypothèses Complètement d'accord. proposées. Tout à Ouais. fait. Mais justement, ça nous permet peut-être un peu de recouper avec une question qui a été posée en amont, mais qui fait un peu, qui souligne un peu un point crucial de ce débat. C'est là on se rend compte que très souvent, et c'est un peu écho avec ce que vous avez dit, très souvent, le ou la DRH doit adapter son langage au financier. Et assez peu l'inverse. En tout cas, c'est moins fréquent. Et donc, il y a une question qui a popé. Pourquoi la fonction finance semble-t-elle, j'insiste bien sur le semble-t-elle, toujours plus légitime que la fonction RH? Ah, j'ai une idée, je veux bien qu'on Vas-y, réponde et qu'on vas-y. confronte un peu nos points de vue. De ce que je constate, en tout cas, c'est que un dirigeant, quand il va développer son entreprise, il va consolider des fonctions, mais la fonction DAF en premier, parce que les chiffres, en fait, c'est rationnel, il en a besoin, c'est important, ça lui permet de piloter, et la fonction RH, elle arrive après. Elle arrive après, mais elle arrive surtout, dans un premier temps, sur l'aspect administratif. C'est-à-dire qu'on va gérer le quotidien, ça reste très administratif, très opérationnel de premier niveau. La stratégie n'est pas là, elle arrive beaucoup plus tard. Et qu'est-ce que je voulais... Vas-y, prends la... Et moi, je pense qu'effectivement, pour compléter, je crois qu'il y a plus de légitimité côté... Enfin, en général, on légitimise beaucoup plus la fonction DAF que la fonction DRH. Parce que on amène plus de métriques, plus de concret, plus de rationnel, de manière générale encore. Et je pense qu'une manière de le rééquilibrer, c'est justement de parler de manière rationnelle sur des métriques, des choses objectives. Et je le remets au milieu de la table. Mais le droit, c'est quelque chose, en fait, on peut dire, je suis pas d'accord avec la loi, mais bon, elle existe, quoi. Tu peux faire ce que tu veux, mais elle existe, et donc c'est comme ça que ça doit s'appliquer. Et donc, quand tu arrives avec des choses qui sont tu peux pas discuter, intangibles, qui sont c'est la réalité, c'est factuel. En fait, t'es légitime dans tes prises de position parce que tu t'appuies sur quelque chose que c'est pas au doigt mouillé comme ça, de dire. Je caricature volontairement, mais c'est pas un ressenti. On n'est pas sur quelque chose qui est de l'ordre de l'émotionnel. On est vraiment sur quelque chose de factuel. Et je dis pas que les DRH ne sont pas factuels, mais comme les sujets qu'ils traitent peuvent amener à des choses qui sont pas si intangibles que ça,
ça pose problème et c'est pour ça qu'ils sont jugés parfois moins légitimes. Ouais, c'est vrai. Et puis il y a aussi cette vision, nous on est beaucoup plus long-termiste, c'est-à-dire que ce qu'on va mettre en place peut parfois porter ses fruits, mais dans un an, voire dans 2 ans. Et donc du coup, c'est pas palpable en fait. Et c'est pas mesuré a posteriori. Oui, et c'est dommage. C'est dommage parce qu'en fait, des fois, les RH ont la bonne intuition, savent la bonne vision, et en fait, ils démontrent pas que la décision qui a été prise, eh ben regardez les conséquences économiques positives pour l'entreprise. Ouais. Typiquement, on parlait d'absentéisme tout à l'heure. On disait, on peut se dire, j'ai mené une politique de réduction de l'absentéisme hyper positive, amélioration des conditions de travail. Regardez, on a économisé sur l'absentéisme. Ok. Très clair. Je vous propose une toute petite dernière question qui pique parce que, pareil, après, on va devoir bientôt conclure, mais qui est un sujet qui revient à chaque fois, en tout cas me concernant, la paye. Sujet RH ou finance ? Ah. Ou les deux. Les deux. Mais alors pourquoi ? Et comment ? Comment se répartir ? C'est vrai que c'est un sujet. C'est les deux clairement. De toute façon, c'est les deux. Après, c'est vrai que dans certaines organisations, on voit que la paye est rattachée à la partie finance. Dans d'autres structures, c'est rattaché à la RH. Où est-ce que ça devrait être rattaché normalement ? J'ai envie de prêcher pour ma paroisse, mais en réalité, peu importe. Mais ça doit être copiloté clairement parce que c'est un impact immédiat sur les collaborateurs, puisqu'on parle de leur rémunération. C'est aussi un peu beaucoup le nerf de la guerre. Est-ce que j'ai vraiment un avis tranché dessus ? Non, je crois pas. Qui en prend la responsabilité ? Ouais. Ce qui compte avant tout, finalement, c'est que chacun puisse trouver les informations et la bonne relation avec le service paye. Et je crois qu'on devrait pas... Enfin, moi, c'est mon point de vue. J'aime pas trop les organisations où on a un peu son précaré en disant non, mais ça, c'est chez moi et je fais de la rétention d'informations. Oui. En fait, peu importe que ce soit géré par l'un ou par l'autre de manière, j'allais dire, au quotidien, ce qui compte, c'est qu'il y ait une bonne collaboration entre les services. Parce que c'est critique en termes de remontée de données, de chiffres pour le contrôle de gestion sociale, le forecast des budgets côté finance, et côté RH, la satisfaction des collaborateurs, côté sortie de la paye, bon paiement des charges des organismes sociaux, le risque URSSAF, etc. Donc c'est vraiment central pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Eh ben écoutez, très clair, c'était la dernière question qui pique. Et en plus de ça, on arrive tout doucement à la fin de notre live, de notre talk show. Et il est déjà l'heure et c'est bien. On est toujours quasiment autant de connectés qu'au démarrage. Donc c'est bien, il y a quand même pas mal de questions qui ont popé. Surtout pas d'inquiétude par rapport à toutes les questions qui ont été posées pendant le live ou en amont. On va toutes les rediffuser sur Finpal et comme ça nous permettra de continuer les débats en asynchrone, à l'écrit, de manière beaucoup plus posée et de continuer justement à se documenter sur ce merveilleux sujet. Écoutez, en mots de conclusion, du coup, déjà, merci beaucoup. Franchement, merci beaucoup Vanessa et Vincent d'avoir été avec nous lors de ce talk show. C'est toujours un plaisir pour moi d'essayer de réunir des experts, mais justement de s'exporter un peu de la finance et aller plutôt sur des thématiques de gestion d'entreprise. Et là, clairement, une fois qu'on s'exporte de la finance, on pense tout de suite au métier du RH. Et franchement, c'était un vrai honneur de vous avoir avec moi. Donc, merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Quel est votre petit mot de la fin ? Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Est-ce que vous avez des actus aussi à partager ? Petit mot de la fin ? Ouais. Alors, moi aussi, je produis pas mal de contenu sur LinkedIn. Je donne des conseils RH aux dirigeants de TPE-PME. J'ai lancé une newsletter qui reprend 3 actus très brèves RH avec l'impact que ça a justement dans les plus petites structures et quels sont les conseils pour pouvoir appliquer tout ça, enfin en tout cas s'emparer du sujet. Quelle autre news j'ai pour l'instant je suis là. En tout cas, c'est mon premier talk show, donc je suis ravie d'avoir été invitée. Merci beaucoup, Mehdi. J'étais ravie d'être avec vous. J'ai trouvé, alors je suis RH, mais j'ai trouvé que le sujet était vraiment très pertinent parce qu'on oppose constamment des RH et DAF. Et du coup, c'était vraiment hyper intéressant de pouvoir confronter les deux visions et de voir qu'on peut travailler ensemble intelligemment.
Eh ben, merci à toi, Vanessa. Et Vincent, un petit mot de la fin. Bah écoute, merci encore pour l'invitation. C'était effectivement enrichissant. J'espère que aussi les DAF apprécieront plus travailler avec les DRH, les RH. Quelques actualités, bah, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Ma newsletter, un coup d'avance aussi pour approfondir des sujets techniques, j'espère avec pédagogie. Et puis, bah, fort un peu de tout ce que j'ai fait, je réfléchis vraiment intensément à justement permettre aux DRH, RRH de s'élever sur le niveau financier. Donc, je vais réfléchir à pousser encore un peu le contenu et pourquoi pas leur proposer des formations parce que je pense que on n'a pas justement assez aujourd'hui de manière de progresser sur ces sujets. J'enseigne et je sais que c'est light au niveau formation initiale. Donc voilà l'actu pour 2026. Eh ben, en plus, il y a du boulot sur cette thématique. Il y a du boulot. Donc clairement, il y a de quoi faire. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, bien évidemment, à Finpal, le partenaire de ce talk show. Avant de partir, que ce soit Johanna et Alice, on va vous partager dans le chat un petit questionnaire de satisfaction, juste savoir s'il y a des points d'amélioration, etc. pour le prochain. Et d'ailleurs, parfaite transition. Pourquoi? Parce qu'on va se retrouver, on va dire environ mi-novembre. On n'a pas encore la date, mais on communiquera dessus pour l'épisode 3 de ce talk show-là. Sur une autre thématique. On s'écartera cette fois à la fois de la finance et à la fois du sujet RH. Et on verra ce sur quoi on va papoter. On est encore un peu en train de travailler dessus. Donc en tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous. C'était vraiment un plaisir. Et du coup, on se retrouve très prochainement. À bientôt tout le monde. Merci, au Au revoir. revoir.